Bonjour et bienvenue au balado Co-responsable, le balado sur le leadership pastoral. Chaque semaine, nous allons aborder les compétences qui nous aident à développer le sens de la co-responsabilité en Église. La réflexion part de l'idée que nous devenons co-responsables en apprenant à nous différencier nous-mêmes. La différenciation de soi veut dire rester soi-même tout en étant connecté aux autres. Elle est au cœur de la théorie systémique de Bowen sur laquelle nous nous appuyons. C'est ce qui nous amène à parler de co-responsabilité différenciée. C'est le fil conducteur de notre réflexion. Alors, je m'appelle Jean-Philippe Auger et je suis responsable de la formation pastorale continue au diocèse de Québec et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Un mot sur notre partenaire. J'aimerais remercier le Séminaire de Québec pour rendre possible ce projet grâce à son appui financier. Et maintenant, j'aimerais vous présenter notre invité, M. Denis Potvin, diacre permanent et gestionnaire à la retraite du milieu de la santé. Disons que c'est un jeune retraité. On va pouvoir discuter ensemble autour de la question suivante. Comment développer une culture de la co-responsabilité dans une organisation? Alors, on va commencer, si tu veux, Denis. Donc, d'abord, pour toi, selon ce que tu m'as dit, la culture, ça te fait penser à un bateau. Oui. Alors, regarde, je vais te mettre un bateau ici à l'écran. Donc, pourquoi ça te fait penser à un bateau? Bien, écoute, il y a différentes images qui sont utilisées. Moi, j'aime bien le bateau parce que ça met en évidence le fait que la culture, c'est le moyen, c'est le véhicule à partir duquel on va aller à un endroit. Donc, l'endroit dans une organisation, c'est la mission, hein, c'est l'objectif. Et puis, pour y aller, ça prend un véhicule. Puis le véhicule, ça peut être, par exemple, un bateau. Puis dans le cas d'une organisation, le véhicule, c'est la culture. Ce sont ses valeurs, ce regard qu'on porte ensemble vers un objectif, les moyens qu'on va prendre pour y aller, comment on va avancer. Alors, ce sont tous ces éléments qui constituent le véhicule là, qui nous permettent d'aller vers. Bon, et c'est dommage, mais il va falloir laisser aller le bateau par lui-même. Il va arriver à bon port. OK, oui, effectivement. Donc, si je comprends bien, là, dans ton expérience, tu as pris conscience que la culture était capable de mobiliser les gens. Oui, c'est une expérience que j'ai faite effectivement d'une façon professionnelle. Tu l'as dit tout à l'heure, j'étais gestionnaire dans le réseau de la santé. Et puis, à un moment donné, il y a un directeur général qui est arrivé, puis qu'au lieu de travailler sur les structures, il s'est mis à travailler sur la culture. Moi, j'ai vu la transformation que ça a permis au niveau de l'organisation. Comment ça a été mobilisateur pour l'ensemble du personnel, comment ça a été mobilisateur pour l'équipe de direction, comment ça nous a permis véritablement d'avancer ensemble. Ça a été satisfaisant pour les gestionnaires, ça a été satisfaisant pour les employés. Ça a permis de développer un lieu où vraiment les gens se développaient et étaient heureux de travailler ensemble. Moi, j'ai vu une transformation extraordinaire à travers le travail qu'on a fait sur une culture plutôt que sur une structure. Évidemment, les structures sont nécessaires, mais elles sont pas, c'est pas juste une structure qu'il faut. Les structures sont toujours imparfaites, puis il faut toujours les ajuster, mais la culture, moi, j'ai vu comment c'était structurant pour une organisation de travailler sur la culture. Ben, puis là, j'en profite, là, comme moi, je suis de l'autre côté de la clôture, je suis du côté ecclésial. Là, quand tu parles comme ça, tu parles du côté des grandes organisations. Mais qu'est-ce que ce gestionnaire-là a fait pour pouvoir transformer la culture? Bien, il a commencé d'abord par lui. Je pense que c'est essentiel. Le changement de culture, ça provient toujours de la tête. Alors, il a commencé par se convaincre de la nécessité de le faire, du bien fondé de le faire.
et puis il a agi en cohérence. Alors, je me rappelle très bien, une après-midi, je me rappelle même le local où on était, où il a assis l'ensemble de l'équipe de direction, puis il a expliqué sa vision. Quelle était la culture sur laquelle il souhaitait travailler, comment il voulait, à travers cette adhésion à une culture, amener l'organisation à aller dans une direction bien particulière. Dans notre cas, c'est une culture qui était beaucoup centrée autour de l'amélioration continue. Donc de profiter, de célébrer nos succès, de regarder nos difficultés, nos échecs, pas comme des échecs de l'organisation, mais comme des opportunités de s'améliorer. Toujours chercher la solution plutôt que le coupable. Travailler ensemble. Tu sais, quand on parle de co-responsabilité, moi, j'ai vraiment vécu ça dans mon organisation, le travailler ensemble, la co-responsabilité. Moi, j'étais dans une direction qui avait la responsabilité de l'opération puis de l'entretien du bâtiment, donc la sécurité des opérations. Donc, un hôpital, il faut que ça marche 24 heures par jour, 365 jours par année. Et puis, j'avais 200 employés, 5 chefs de service. Et puis, on portait, chacun avec nos responsabilités propres, et évidemment, on portait ensemble la préoccupation de la sécurité et puis de la continuité des opérations. Mais vraiment dans un esprit de corps, là, vraiment dans une communauté d'intérêt. C'était vraiment fantastique. On est arrivé à une maturité telle où, quand il y avait des problèmes sur la table, les gens, plutôt que cherchaient un coupable, cherchaient comment ils pouvaient collaborer chacun de leur façon à améliorer la situation, faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Alors, ça a été une expérience fondatrice pour moi, cette expérience de travailler sur les cultures à travers l'amélioration continue. J'ai vu vraiment une organisation, puis ma propre direction se transformer d'une façon vraiment positive. Oui, puis c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, j'ai vu qu'on est passé d'un changement de culture à un autre. On était dans une culture où on pointait du doigt le coupable. On disait, regarde, il y a telle personne qui a fait telle chose. On pointait du doigt les gens qui faisaient des erreurs. On se pointait du doigt mutuellement. Donc, il y avait comme une culture du blâme, entre guillemets, d'après ce que je comprends, où, à certains points, on ne cherchait pas à s'améliorer. Ouais. C'est-à-dire, on avait une culture de la performance. Ben, ça n'empêche pas la performance. La culture première, c'est ça de la performance, où tout le monde cherchait à aller plus vite que les autres en pensant qu'en étant en avant, en allant plus vite que les autres allaient suivre. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'à un moment donné, tu te mets, comme tu le disais, à pointer du doigt ceux qui sont en arrière, alors que plutôt de les pointer du doigt, il faut aller les chercher et les amener avec nous autres. Je crois que c'est le cardinal qui dit que tout seul, ça va plus vite, ensemble, on va plus loin. Bien, c'est exactement l'expérience qu'on a fait. Alors, on est passé de cette culture où on mettait la performance en premier à une culture où on mettait l'amélioration. On dit, on va s'améliorer ensemble, on va gagner ensemble, on va échouer ensemble. Donc, c'était ça la co-responsabilité. On va échouer ou gagner ensemble. C'est pas vrai à ce moment-là, le blanc... Comment? Ce ne sera pas le fait d'une... Si on gagne, ce n'est pas le fait d'une seule personne, puis si on perd, ce n'est pas le fait d'une seule personne. Oui, effectivement. Donc, on est tous gagnants si on collabore ensemble. Absolument. Donc, il n'y a personne à prendre à défaut. OK. Mais cette expérience-là, finalement, d'après ce que je peux comprendre, elle t'a servi aujourd'hui. Parce que dirais-tu que ton travail comme diacre est différent? Ou bien s'il y a quelque part, il y a des choses dont tu peux te servir encore aujourd'hui? Oui. Bien, avant d'arriver là, j'aimerais juste m'étendre juste un petit peu sur ce que j'ai vécu et puis que c'était quoi mon rôle comme gestionnaire. Tu sais, quand on parle de changement de culture, c'est quoi notre rôle? Tu sais, parce qu'on peut dire on va travailler sur une culture, on peut dire on va tenter d'incarner cette culture-là. Moi, comme gestionnaire, j'avais à incarner les cultures à travers mes comportements, mes décisions. J'avais la responsabilité de prendre du temps pour écouter les gens. Tu sais, il y a beaucoup de gens autour de nous autres. Être co-responsable, c'est prendre le temps d'écouter. J'avais à m'assurer que chacune de mes décisions est alignée sur la mission de l'organisation et sa culture. Donc, on parle de la cohérence entre l'être et l'agir. J'ai un de mes adjoints qui me disait souvent, il faut que le changement de culture, ça devienne une obsession. Alors, une fois qu'on a décidé ensemble d'aller dans une certaine direction,
Mais il faut que ça devienne une obsession. Au début, ça paraissait drôle, mais finalement, je dois avouer qu'il avait raison. Alors, il faut que ça s'incarne dans chacun des gestes, dans chacune des paroles. Il faut que ça devienne visible, il faut qu'on incarne le changement de culture d'abord à travers nous-mêmes, puis après ça, les gens acceptent de nous suivre. À travers la question, donc je reviens sur ta question, comme mon rôle comme diacre, bien, c'est sûr que mes responsabilités aujourd'hui sont très différentes de celles que j'avais dans mon travail de professionnel. Elles sont beaucoup diversifiées. Des fois, je suis comme premier responsable. Ici, je suis responsable de la Maison diocésaine de formation. Je suis membre d'une équipe pastorale des Jardins chez Chaudière. Puis je suis comme leader, si on veut, d'un groupe, comme répondant diocésain du diaconat permanent. Alors, cette préoccupation que j'ai de l'amélioration continue, parce que ça a vraiment été fondateur, bien, je l'amène à différents niveaux dans ces différents endroits-là. Donc, comme à la Maison diocésaine de formation, on s'assoit ensemble. J'ai une bonne équipe, une belle équipe de bénévoles. On s'assoit ensemble, on regarde, bien, qu'est-ce qui mérite d'être amélioré ici, dans le fonctionnement, dans l'opération. Bon, on se dit, bien, ensemble, comment on va faire ça? Alors, on cherche ensemble des solutions. Comme membre de l'équipe pastorale, ben, je tente dans l'équipe pastorale de faire profiter l'équipe de mon expérience. J'ai une certaine distance aussi par rapport à l'histoire de cette équipe pastorale-là. Alors, j'essaie d'amener cette distance-là, puis d'amener mon expérience aussi. Comme leader de groupe, ben aussi, ça me permet d'avoir une vision, de dire, ben écoute, ce qui s'est fait dans le passé, c'est bon, puis moi, je vais continuer de construire, de bâtir sur ce qui est fait dans le passé pour faire mieux dans le futur. On a à s'améliorer notamment au niveau des communications. Alors, ben, tu sais, il s'est fait quelque chose dans le passé, je construis là-dessus. Je ne pense pas que ce qui s'est fait dans le passé est mal, mais je construis par-dessus ça. Oui, donc, ce que je comprends, c'est que ton expérience passée te sert encore aujourd'hui, puis il y a des valeurs dont tu as hérité dans cette culture organisationnelle dans laquelle tu étais. Puis ces valeurs-là, ben, tu les communiques encore aujourd'hui, dont, entre autres, cette valeur-là de l'amélioration continue. Puis de cette valeur-là découlent des engagements que tu prends sur le terrain. Donc, oui. À quelque part, on peut dire quelque part qu'il y a un travail de différenciation de soi que tu as vécu, que tu vis encore. C'est-à-dire, à quelque part, tu te différencies dans l'organisation du fait de tes valeurs, du fait de tes convictions, du fait de l'engagement au nom de ces valeurs-là. Ça résume-tu un peu? Oui, très bien. Et donc, ça m'amène à parler justement de ce changement-là qui est aussi voulu par le pape François, changement de culture ecclésiale. Il en parle souvent. Juste dans son encyclique La joie de l'Évangile, il répète à 51 reprises le mot culture. Donc, pour lui, le changement de culture, c'est super important. Ça doit d'abord commencer par les pasteurs et les collaborateurs immédiats. C'est aussi ce que dit la théorie de Bowen. Si les leaders cherchent à se différencier eux-mêmes, le changement qu'ils auront vécu aura des répercussions sur tout le système. Absolument. Est-ce que c'est le genre de choses que tu as observé? Absolument. Ben, je le disais un peu plus tôt, implanter un changement de culture, c'est d'abord comme responsable de ce changement-là, l'assumer, l'incarner. Moi, à travers mon expérience professionnelle, j'ai appris que diriger, c'est accepter de servir. C'est servir ceux qui nous ont été confiés pour que la mission avance. Alors, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut servir dans un contexte d'instauration d'une nouvelle culture? Bon, qu'on parle d'une culture d'amélioration continue, une culture de co-responsabilité, puis en passant, les deux sont très intimement liés. Hein? C'est clair. De co-responsabilité si on n'accepte pas d'être ensemble pour améliorer les choses. Donc, servir pour moi, dans un contexte d'instauration d'une nouvelle culture, c'est d'abord en me formant. En me formant, parce qu'il faut bien que je comprenne de quoi il s'agit quand je parle, par exemple, de co-responsabilité ou d'amélioration continue. Donc, ça veut dire quoi exactement? Tu sais? Ça a l'air de quoi la bébête?
apprécier ce qui est bon dans cette nouvelle culture, parce que si je ne vois pas ce qui est bon, ce qui est structurant, bien, je vais avoir de la difficulté à y adhérer et à aller la vendre aux autres. Comprendre aussi les limites des obstacles. Une culture, c'est comme n'importe quoi, ça a ses limites. Puis il ne faut pas faire un intégrisme non plus. Il faut savoir faire preuve de souplesse lorsque c'est le temps, puis connaître aussi les limites, les obstacles qui sont liés à une culture en particulier. Avoir le désir, un fort désir de voir l'organisation s'engager dans cette voie. L'organisation, mon service, mon équipe, mon comité. Alors, avoir le désir, parce que je suis convaincu que c'est bon, je suis convaincu que ça va apporter des grands bénéfices. Alors, avoir le désir de s'engager sur cette voie-là, puis avoir le désir de voir les personnes se développer puis grandir au cœur de la dite culture, parce que, dans le fond, on ne peut pas parler de co-responsabilité si les gens qui sont autour de nous ne se développent pas puis ne grandissent pas à travers cette culture-là. Alors, c'est essentiel. Donc, premièrement, en me formant. Ensuite de ça, j'ai appris à faire preuve de beaucoup de patience. Parce que changer de culture, c'est une œuvre de patience. Changer une structure, ça prend 2 jours. C'est parce que tu refais l'organigramme, puis tu changes les descriptions de tâches, puis ça va bien. Changer une culture, c'est beaucoup plus long. Ça induit un changement durable, beaucoup plus durable que celui des structures, mais ça demande du temps. Il faut être patient avec soi-même. Il faut aussi être patient avec les personnes. Parce que les personnes, ben, ils vont toutes marcher à leur rythme propre. Il y en a qui vont un petit peu plus vite, il y en a qui vont un petit peu plus lentement. Il faut accepter d'être patient avec les personnes. Ça ne veut pas dire que ça va prendre l'éternité, mais il faut faire preuve d'une certaine patience. Il faut apprendre à célébrer les succès. Ça, c'est important parce qu'on va connaître du succès. Puis accueillir les échecs, les difficultés comme des occasions d'avancer, de devenir meilleur. Donc, ça, c'est de l'ordre de la patience. J'ai aussi appris à être généreux. Parce que quand on parle de changer une culture, il faut être généreux. Être généreux dans l'écoute. Il faut apprendre à écouter beaucoup. Parce qu'il va y avoir des inquiétudes qui vont être exprimées, des questionnements qui vont être exprimés, d'une part, au départ. Puis la co-responsabilité, c'est aussi être à l'écoute. Parce que tu ne peux pas être co-responsable si on ne prend pas le temps de s'écouter. Donc, être généreux dans l'écoute. Être généreux à s'offrir à accompagner les personnes. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être accompagnées, puis il faut être prêt à s'engager là-dedans. Puis être généreux à offrir ses compétences. On arrive tous avec ses compétences, il faut être prêt à les offrir les uns aux autres. Ensuite de ça, il faut être courageux. Parce que mettre en place une nouvelle culture comme la co-responsabilité, ben, il faut comprendre que ce n'est pas de la déresponsabilisation. Hein. Être co-responsable, c'est d'être responsable. C'est tout le contraire. Puis comme leader, c'est accepter de prendre des décisions courageuses qui parfois vont déplaire à certains, parce que la co-responsabilité, ce n'est pas l'unanimité, c'est souvent le plus large consensus, c'est ce qui permet d'obtenir le plus large consensus. Puis finalement, ben, ce qui vient lier tout ça, c'est la cohérence. La cohérence avec ce qu'on est, ce qui nous habite, avec ce qu'on désire. Être cohérent de sorte que ce qu'on dise, ben, ça se traduise par nos gestes. Hein. Il faut que les bottines suivent les babines. Effectivement. Mais ce que j'entends, c'est j'avais l'impression que tu récitais ton credo. Là. J'avais l'impression que tu récitais un peu tes croyances profondes, tes valeurs. Mais ce que je comprends aussi, c'est que tout ça se traduit par des habitudes très concrètes. D'ailleurs, je me permets de citer le pape François, parce que le pape François, justement, il a déclenché un synode qu'il a étiré sur plusieurs années. Donc, ça prend du temps, comme tu disais. Puis, ça passe par des habitudes concrètes. Une des habitudes sur lesquelles il insiste beaucoup, c'est l'écoute, justement. Donc, il y a cette idée-là d'un apprentissage qui s'expérimente dans le temps, qui passe par certaines habitudes. Et j'aimerais en arriver justement là, parce que tu as parlé de la co-responsabilité. Dans notre communauté d'apprentissage, on en parle aussi. On parle de gérer l'attention, de s'intégrer, de mobiliser les ressources, de penser de manière systémique, de formuler des objectifs. Oui. Alors, parmi ces habitudes-là, laquelle t'inspire plus spécialement? Oui. Ben, il y en a 2, en fait. Il y a l'élément relatif à la formulation des objectifs, ça me semble important, mais je vais le nommer un petit peu différemment, parce que moi, j'avais beaucoup de formules, des formules toutes faites qui me permettaient de
de résumer des concepts. Oui, par exemple, va. Je disais plutôt que de dire formuler des objectifs, je disais on va convenir de ce qu'on va faire, puis on va faire ce qu'on a convenu. Ah, c'est intéressant. Oui, puis c'était tellement vrai, puis tellement bon. Trop souvent, j'ai vu des équipes qui se réunissaient, qui prenaient des décisions, puis une demi-heure après, tout le monde était parti, puis allait à droite, puis à gauche, parce qu'il avait oublié les décisions qui avaient été prises. Alors moi, je répétais souvent, écoutez, boys, j'avais beaucoup d'hommes autour de moi. Écoutez, la gang, c'est pas ça qu'on a convenu l'autre jour. On a convenu qu'on allait faire X, Y, Z, puis on a passé 1 heure à le décider. On n'est pas imbécile. S'il faut ajuster nos décisions, on va les ajuster. On va commencer par se focaliser sur ce qu'on a décidé. Donc, on a convenu de ce qu'on allait faire, puis on va le faire, en ajustant ce qui est nécessaire de faire. Donc, de ramener continuellement les gens à qu'est-ce qu'on a décidé ensemble. Parce que, tu sais, je reviens co-responsabilité, on va prendre des décisions ensemble, on va décider ensemble, bien là, il faut être cohérent. À partir d'aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire ensemble, c'est ça qu'on a décidé. On a le droit de changer les affaires, on va se rasseoir ensemble, on va convenir de d'autres affaires, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, bien, on s'est donné une direction, puis c'est cette direction-là qu'on va prendre. Moi, je trouve que ça met beaucoup en évidence le de co-responsabilité. On est chacun responsable, mais ensemble. Donc, on travaille ensemble, on décide ensemble, on s'écoute, puis après ça, on décide, puis on va de l'avant. On réalise ensemble. On réalise ensemble, exactement. Il y a aussi l'élément relatif à la gestion positive de l'attention. Moi, ce que j'ai constaté dans les équipes que j'ai gérées, c'est que l'attention résulte souvent du fait qu'on a perdu la vision commune de l'objectif à atteindre. J'appelais ça la communauté d'intérêt. C'est important de trouver, parce qu'on a tous des intérêts un peu divergents. Puis, quelle est notre communauté d'intérêt? C'est quoi? Quel est l'angle? Tu sais, on a une situation donnée. Quel est l'angle qu'on va se donner ensemble, qu'on va partager ensemble, qui va nous permettre d'aller vers l'objectif? Tu sais? Alors, trouver la communauté d'intérêt. Tu sais, je vais te donner des exemples. Moi, dans mon équipe, j'avais la construction puis les services alimentaires. Tu ne peux pas imaginer 2 services plus éloignés l'un de l'autre dans leur perspective par rapport à la sécurité, par rapport à l'opération pour le fonctionnement du bâtiment. Alors, il a fallu travailler fort pour trouver quelle était notre communauté d'intérêt à travers les discussions qu'on avait à avoir ensemble. Communauté d'intérêt, c'est dans le partage de nos expertises respectives. On avait besoin l'un de l'autre pour arriver à la mission. Il y avait la perspective relative à la sécurité de la clientèle, qui est importante aussi. Alors, on a pu développer un langage commun qui venait réunir autant les préoccupations de ce qu'était la construction, de ce qu'étaient les services alimentaires, en sachant par ailleurs qu'il y avait des missions qui étaient fort éloignées, mais on avait une perspective et un langage commun qui nous permettait d'aller de l'avant. Donc, ça permettait de réduire les tensions, parce que sans ça, les gens arrivent en réunion, puis ils ont le sentiment, tu sais, quand on parle de construction, les gens de services alimentaires, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à faire. Tu sais. Oui, mais c'est souvent ce qui se passe dans nos réunions d'équipe pastorale, où une personne parle de son dossier, puis le temps passe, puis on a l'impression que là, on ne pourra pas parler de mon dossier, ou on ne pourra pas parler de tel autre dossier. C'est comme si chacun avait un département à part, alors qu'il est en train de dire, il faut chercher à mettre les choses en commun. Oui, parce que même si ce n'est pas mon domaine d'expertise particulier, j'arrive avec ma maturité, avec mon expérience, je suis capable de faire une certaine lecture, même une lecture intéressante puisqu'il y a une distance par rapport au problème dont on traite. Tu sais. Je peux avoir la voix de ce qu'on appelait la voix du client. Tu sais. Si ce n'est pas mon domaine d'expertise, je peux avoir une voix extérieure qui me permet d'apporter un éclairage différent à la problématique. Puis des fois, la distance, c'est intéressant aussi. Oui, bien justement, ce qui permet de prendre la distance, j'ajouterais un autre élément à ta liste, ça complète, c'est penser de manière systémique, c'est-à-dire penser en fonction de l'ensemble. Oui, absolument. Moi, je suis dans tel secteur, j'ai tel dossier, mais est-ce que je suis capable de penser en fonction de l'ensemble de l'équipe, en fonction de l'ensemble de la communauté? Puis ça se fait pas automatiquement. C'est un réflexe à développer. Oui. À quelque part. Penser systémique, mais aussi ça nous permet de penser à qui est destiné le travail qu'on fait. Parce que des fois, on
on est dans nos problèmes, on voit notre problème, on voit mais des fois, on perd le focus sur la finalité, à qui ça va servir après. Alors, Ouais. quand on parle de systémique, ben, ça tient compte de ça Ben, c'est aussi. ça. Ben, par exemple, une communauté chrétienne n'est pas dans un vase clos. Elle fait partie d'un milieu de vie. Elle a des gens qui est appelés à servir. C'est ces gens-là qu'il faut penser. C'est ces gens-là à qui il faut s'adresser. Donc, écoute, Denis, je trouve ça intéressant. Écoute, je pense on a fait un petit bout de chemin. J'ai l'impression qu'on pourrait aller encore plus loin sur ce chemin de la co-responsabilité. J'en suis convaincu. Alors, notre question de départ, c'était comment développer une culture de la co-responsabilité dans une organisation. Puis, à partir des échanges qu'on a eus, je comprends que la co-responsabilité, ben, ça demande un changement de mentalité. Puis, à t'écouter parler, on comprend que c'est souvent chez le leader que ce travail-là doit se faire en premier. Un engagement. Ça prend un engagement personnel dans le sens du changement de culture. Il faut y croire, il faut en devenir un instrument, il faut l'incarner. Oui, mais c'est ça qui me frappe en t'écoutant, là. C'est qu'il faut vraiment y croire. Tu sais, c'est quasiment une affaire de religion, là. Mais dans le bon sens du terme, là. Oui. Il faut vraiment y croire. Il y a un investissement que ça demande. Puis, c'est pas juste des changements de culture. Parce que nous, on est habitués en Église à s'accrocher à des changements de culture, de structure, en pensant que telle mesure, telle autre mesure, ça va changer les choses. Mais non. Tu es en train de me dire, il y a vraiment un investissement personnel qu'on se dit, d'abord comme leader, on y croit, on va aller dans cette direction-là. On travaille sur soi, puis on travaille aussi comme équipe sur l'orientation qu'on veut se donner, puis on y travaille sur le moyen long terme. Hein. C'est pas une affaire de court terme. Oui, c'est un changement dans l'être qui amène un changement dans l'agir. Il y a un être organisationnel, il y a un être pour les personnes. Alors, c'est un changement dans l'être, un engagement profond vers ce qu'on estime être le bien et le mieux, et puis qui se traduit après ça par des actes, un agir qui peut se mesurer. Là. Voilà. On arrête là-dessus, mais il faudrait poursuivre la discussion. Ce serait fort intéressant. Alors, pour ceux qui nous ont écoutés, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce balado. Abonnez-vous sur Spotify ou sur YouTube. Si vous êtes du diocèse de Québec, vous pouvez vous abonner à la communauté d'apprentissage, qui est un complément à ce balado, qui permet de participer à des activités en direct, des partages. Vous avez accès aussi à des contenus supplémentaires. Le lien du balado se trouve, le lien de la communauté se trouve dans la description du balado. Et en votre nom, j'aimerais remercier Denis pour sa venue. Merci, Denis. Merci de m'avoir invité, c'était fort agréable. C'était intéressant et je pense qu'on mériterait de poursuivre la conversation. Donc, la semaine prochaine, bien, nous allons poursuivre avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, évêque du diocèse de Hearst-Moosonee en Ontario. Et nous allons réfléchir avec lui à la question « Quelle place occupe l'attention dans une équipe et une communauté? » Alors, merci beaucoup à tous. Merci, Denis. À la prochaine.